Pendant plus de 50 ans, le monde a cru connaître la vérité sur Bruce Lee. Un accident, une pilule, une mort soudaine, fin de l'histoire. Mais si tout cela était faux. À 69 ans, Linda Lee Cadwell, la femme qui a partagé la vie de Bruce Lee, a enfin brisé le silence. Et ce qu'elle suggère pourrait tout changer. Everything took too long a time. He got to the hospital and I saw him do a big injection of something right into his heart. Bruce Lee n'était pas seulement un artiste martial. Il était un homme qui dérangeait, un esprit libre dans un système qui refusait de le laisser briller. Trop chinois pour Hollywood, trop puissant pour être contrôlé. Dans les derniers jours de sa vie, quelque chose n'allait pas. Des regards inquiets, des appels étranges, une peur qu'il n'a jamais osé nommer. Puis, le 20 juillet 1973, Bruce Lee ne s'est jamais réveillé. Était-ce vraiment un accident? Ou quelqu'un voulait-il le faire taire? Aujourd'hui, pour la première fois, la vérité commence à émerger. Et ce que vous allez entendre pourrait changer à jamais votre regard sur Bruce Lee. Imaginez une femme assise dans l'ombre d'une pièce au mur tapissé de souvenirs jaunis par le temps. Des photos en noir et blanc, des coupures de journaux froissés, des livres usés jusqu'à la reliure. À 69 ans, Linda Lee Cadwell porte encore sur ses épaules le poids d'un héritage qui l'a défini autant qu'il l'a hanté. Pendant des décennies, elle a été la gardienne fidèle de la mémoire de Bruce Lee, repoussant les rumeurs avec une dignité stoïque, défendant son image contre les spéculations les plus folles. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Sa voix, autrefois mesurée et protectrice, s'élève avec une nuance nouvelle, une gravité qui suggère que le temps est venu de laisser entrevoir les fissures sous la surface polie de la légende. Linda n'est pas seulement la veuve d'un icône, elle est le témoin privilégié d'une vie marquée par la gloire et l'ombre, par l'amour et la perte. Ces mots récents ne célèbrent pas seulement le parcours de Bruce, ils confirment, avec une subtilité qui force le respect, ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps, que derrière le mythe du dragon invincible se cachait une histoire bien plus complexe, imprégnée de luttes invisibles et de questions sans réponse. Tout a commencé en 1963, dans une salle de classe ordinaire à l'université de Washington à Seattle. Linda Emery, une jeune étudiante américaine aux cheveux blonds et au sourire ouvert, s'inscrit à un cours de kung-fu dispensé par un instructeur charismatique nommé Bruce Lee. Il avait 23 ans, elle en avait 18. Lui, né à San Francisco d'un père acteur d'opéra cantonais, avait grandi à Hong Kong dans un monde de rues animées et de traditions martiales rigoureuses. Elle, originaire d'une famille protestante typiquement américaine, représentait tout ce que la société de l'époque considérait comme normal. Leur rencontre n'était pas un coup de foudre hollywoodien, mais une connexion profonde née d'une curiosité mutuelle. Bruce, avec son intensité magnétique et son accent chantant, fascinait Linda. Il parlait de philosophie autant que de combat, citant Confucius et Lao Tzu, tout en démontrant des mouvements fluides qui semblaient défier la gravité. Elle, avec sa gentillesse naturelle et son ouverture d'esprit, l'attirait par sa capacité à voir au-delà des apparences culturelles. Leur amour a défié les normes d'une Amérique encore imprégnée de ségrégation raciale. À l'époque, les mariages mixtes étaient non seulement rares, mais souvent mal vus, voire interdits dans certains États jusqu'à la décision Loving v Virginia en 1967. Bruce et Linda se sont mariés en 1974, dans une cérémonie intime, loin des regards scrutateurs. Mais les préjugés les suivaient comme une ombre tenace. La famille de Linda, bien que progressiste, a hésité, celle de Bruce, ancrée dans les traditions chinoises, s'est inquiétée de cette union avec une Gweilo, une étrangère. Pourtant, ils ont tenu bon, construisant une vie ensemble autour de la passion de Bruce pour les arts martiaux. Linda a vu de près comment il transformait son corps en outil parfait, s'entraînant des heures durant, lisant voracement des ouvrages sur la physiologie et la stratégie. Elle l'a soutenu quand il ouvrait ses écoles, d'abord à Seattle, puis à Oakland, et Los Angeles, enseignant un art qu'il affinait sans cesse, mélangeant wing, chant traditionnel, avec des éléments de boxe occidentale et d'escrime. Mais au-delà de l'amour, Linda a été le bouclier silencieux contre les tempêtes extérieures. Elle a vu Bruce affronter le racisme quotidien, les regards suspicieux dans les rues, les rôles stéréotypés que Hollywood lui offrait,
le serviteur asiatique, le méchant exotique. Dans The Green Hornet, où il jouait Kato, son talent éclipsait souvent la vedette principale, Van Williams, mais les producteurs minimisaient son rôle pour éviter de déranger le public blanc. Linda se souvient des nuits où Bruce rentrait frustré, jurant de créer ses propres opportunités. Elle l'a encouragé quand il refusait des contrats humiliants, préférant enseigner à des célébrités comme Steve McQueen ou James Coburn pour subvenir aux besoins de la famille. Leur premier enfant, Brandon, né en 1965, a apporté de la joie, mais aussi une pression accrue. Bruce voulait être un père exemplaire, transmettant non seulement des techniques de combat, mais une philosophie de vie basée sur la discipline et l'adaptabilité. Aujourd'hui, à 64 ans, Linda brise ce silence protecteur. Dans des interviews récentes, elle évoque non plus seulement les triomphes, mais les peurs qu'elle a enfouies. Elle parle de la façon dont Bruce sentait des forces contre lui, des ennemis invisibles qui n'aimaient pas son ascension. Elle confirme que sa mort en 1973, à 32 ans, n'a jamais été pleinement expliquée, que les théories, empoisonnement, malédiction, complot ont toujours plané comme un nuage sombre. Linda n'accuse personne, mais ses mots ouvrent une brèche. Bruce était trop en avance, trop influent pour certains. Cette révélation n'est pas un scoop sensationnel. C'est le témoignage d'une femme qui a porté le deuil seule, protégeant l'héritage tout en questionnant intérieurement la vérité officielle. Elle nous rappelle que derrière chaque légende se cache une femme qui a vu l'homme, ses vulnérabilités, ses combats intimes. Linda n'est pas seulement la veuve, elle est la clé d'un mystère qui commence à peine à se dévoiler, lentement. Comme un film dont le scénario a été caché pendant des décennies, l'amour entre Bruce Lee et Linda Ameri n'était pas destiné à être simple. Dans l'Amérique des années 1960, où les lois sur les mariages interraciaux étaient encore contestées, leur union était un acte de rébellion silencieuse. Bruce, avec son héritage chinois et son esprit indomptable, représentait l'étranger, talentueux, mais suspect. Linda, avec sa beauté classique américaine et son éducation protestante, incarnait l'innocence d'un monde qui se croyait supérieur. Leur rencontre en 1963, lors d'un cours de kung-fu à l'université de Washington, fut le début d'une histoire qui défiait non seulement les conventions sociales, mais aussi les barrières culturelles profondes. Bruce enseignait avec une passion contagieuse, démontrant des mouvements du Wing Chun appris à Hong Kong sous la tutelle de Ip Man. Linda, intriguée par cet art qu'elle percevait comme une danse mortelle, se laissa captiver par l'homme autant que par la technique. Leurs premiers échanges étaient timides, mais chargés d'une connexion immédiate. Elle admirait sa détermination, lui voyait en elle une ouverture d'esprit rare. Pourtant, cet amour naissant fut rapidement confronté à l'hostilité du monde extérieur. Les préjugés raciaux étaient omniprésents. À Seattle, une ville relativement progressiste, les regards en coin et les murmures suivaient le couple. La famille de Linda, bien que libérale, exprima des réserves. « Es-tu sûr ?» Les gens vont parler. Celle de Bruce, ancrée dans les traditions confucéennes, craignait que cette union dilue leur héritage culturel. Bruce lui-même avait connu le racisme dès son arrivée aux États-Unis en 1959, à mi-8 ans, avec seulement $100 en poche. Il avait dormi dans des parkings, servi dans des restaurants, tout en enseignant le kung-fu pour survivre. Linda devint son ancre dans ce monde hostile, l'aidant à naviguer les discriminations quotidiennes. Elle le vit refuser des rôles qui le caricaturaient comme un Chinois mystérieux, préférant la pauvreté à l'humiliation. Leur mariage en 1964 fut discret, presque clandestin, pour éviter les scandales. Mais l'amour qu'ils partageaient était profond, ancré dans un respect mutuel. Bruce voyait en Linda une partenaire égale, capable de comprendre sa philosophie émergente, l'idée que la vie, comme le combat, devait être fluide, adaptable. Elle, à ses côtés, apprit à affronter les tempêtes. Quand Brandon naquit en 1965, suivi de Shannon en 1969, la famille devint le sanctuaire de Bruce. Linda se souvient des moments tendres, Bruce berçant Brandon, lui racontant des histoires de guerriers anciens, ou jouant avec Shannon dans leur modeste maison d'Oakland. Mais ses joies étaient ombragées par les combats extérieurs. Bruce luttait contre un Hollywood raciste, où les Asiatiques étaient relégués à des rôles secondaires. Son rôle de Kato dans The Green Hornet en 1966 fut un succès, mais les producteurs minimisaient son impact pour ne pas éclipser les acteurs blancs. Linda vit la frustration ronger Bruce, le poussant à entraîner des célébrités pour subvenir aux besoins familiaux. Le racisme n'était pas seulement institutionnel, il était personnel. Les amis se distançaient, les voisins murmuraient. Bruce, avec son tempérament de feu, canalisait cette colère dans son art, développant le Jeet Kune Do comme une réponse philosophique à l'oppression. But water, my friend,
n'était pas qu'un mantra martial, c'était un conseil de survie pour naviguer un monde hostile. Linda, en tant qu'épouse, partageait cette charge émotionnelle. Elle le soutenait lors des nuits d'insomnie où il rédigeait ses notes fusionnant taoïsme et boxe occidentale. Leur amour était un combat en soi, contre les préjugés, contre la pauvreté, contre les doutes, mais il était aussi une source de force. Linda devint la confidente de Bruce, celle qui connaissait ses peurs, non pas de la défaite physique, mais de l'échec à changer le monde. À mesure que sa renommée grandissait, les pressions s'intensifiaient. Bruce parlait d'ennemis qui n'aimaient pas son message d'émancipation. Linda sentait la tension monter, comme un orage approchant, sans savoir exactement d'où viendrait la foudre. Cet amour, forgé dans l'adversité, était le pilier de Bruce, mais il portait aussi les graines d'une tragédie qui allait tout ébranler. L'ascension de Bruce Lee fut un parcours semé d'obstacles. Une montée vers la gloire qui ressemblait plus à une bataille épique qu'à un succès hollywoodien classique. À la fin des années 1960, alors que la famille s'installait à Los Angeles, Bruce cherchait désespérément à percer dans une industrie qui le voyait comme une curiosité plutôt qu'une star. Linda se souvient des auditions interminables, des rejets polis mais blessants. « Tu es trop asiatique pour le lead », lui disait-on. Pourtant, son rôle de Kato dans The Green Hornet avait captivé le public, sa vitesse et son charisme éclipsant souvent le héros principal. Bruce entraînait des célébrités. Steve McQueen, James Coburn, Kareem Abdul-Jabbar, qui devinrent ses alliés, mais les studios restaient frileux. Linda voyait la frustration le consumer, des nuits passées à écrire des scripts, à raffiner son Jeet Kune Do, à transformer sa colère en innovation. En 1966, un coup dur, une blessure au dos lors d'un entraînement. Les médecins étaient formels, il ne marcherait peut-être plus normalement, encore moins combattre. Allongé pendant des mois, Bruce transforma cette immobilité en opportunité intellectuelle. Linda l'aidait à tourner les pages de ses livres, notant ses idées sur la philosophie martiale. Walk on devint son mantra, un cri de résilience. Il guérit plus fort, mais les ennemis se multipliaient. Dans les cercles traditionnels des arts martiaux, son Jeet Kune Do était vu comme une hérésie, rejeter les formes anciennes pour un hybride adaptable. Des maîtres chinois le traitaient de traître. Décembre Koreapanon Boruyabo à Hollywood, son succès naissant dérangeait les exécutifs qui préféraient des acteurs blancs pour des rôles martiaux. Linda sentait les tensions monter, des appels anonymes, des regards suspicieux lors des événements. Puis vint The Big Boss en 1971, tourné à Hong Kong, où Bruce devint une sensation. Linda, restée aux États-Unis avec les enfants, recevait des lettres enthousiastes, mais aussi des avertissements voilés. Bruce parlait de force qui n'aimait pas son influence grandissante. Dron, oui Prestal avec le Rosion. Oui Presta avec le Rosion, la croise du de contusion. Les triades hongkongaises, avec leur contrôle sur l'industrie du cinéma, voyaient en lui un outsidé trop indépendant. Fist of Fury en 1962 amplifia son statut, mais les pressions s'intensifièrent. Linda rejoignit Bruce à Hong Kong pour The Way of the Dragon, où il dirigea et joua, invitant Chuck Norris pour un duel mythique au Colisée. Ce film fut un triomphe, mais Bruce confia à Linda ses doutes. « Certains ne veulent pas que je change les règles. » Les ennemis n'étaient pas imaginaires, des rumeurs de menaces circulaient, des rivaux jaloux, des producteurs frustrés par son refus de compromis. L'ascension était vertigineuse, mais hantée par des ombres. Linda vit Bruce s'épuiser, perdant du poids, souffrant de migraines. Il parlait de surveillance, de personnes qui le suivaient. Était-ce la paranoïa d'un homme sous pression, ou une réalité? Les tensions raciales persistaient, même star, Bruce était l'asiatique pour Hollywood. Enter the Dragon, en 1973, son billet pour la gloire mondiale, fut tourné dans un climat de stress. Linda sentait que quelque chose clochait, une menace diffuse qui planait comme un brouillard. Bruce, avec son message d'empouvoirment, dérangeait les puissants. Son ascension n'était pas seulement une victoire, c'était une provocation, attirant des ennemis invisibles dont les motivations restaient obscures, laissant planer un doute qui, des années plus tard, continue de Hunter. La philosophie de Bruce Lee n'était pas un simple complément à ses prouesses physiques, elle était l'essence même de son être. Une force disruptive qui effrayait autant qu'elle inspirait. Be water, my friend, ces mots, prononcés avec une simplicité désarmante, encapsulaient une vision du monde où la rigidité menait à la défaite et la fluidité à la victoire. Linda a souvent décrit comment Bruce appliquait cela à tout, au combat, à la vie, aux défis raciaux. Influencé par le taoïsme, le bouddhisme zen et des penseurs occidentaux comme Krishnamurti, Bruce rejetait les dogmes.
Son Jeet Kune Do, la voie du point qui intercepte, n'était pas un style fixe. C'était une philosophie d'adaptation, absorbant ce qui est utile, rejetant le superflu. Linda le voyait lire tard dans la nuit, notant des idées, le combat est une métaphore de la vie. Si tu es rigide, tu te brises. Cette philosophie était une menace silencieuse pour les gardiens du statu quo. Dans les arts martiaux traditionnels, Bruce était vu comme un hérétique, il osait mélanger Wing Chun avec boxe et escrime, critiquant les katas comme des chaînes mentales. Des maîtres chinois, attachés à leurs lignées anciennes, le traitaient de renégat. Linda se souvient des lettres hostiles, des défis voilés. Mais Bruce répondait par l'action « Je n'enseigne pas un style, j'enseigne la liberté ». À Hollywood, sa philosophie dérangeait les exécutifs. Bruce voulait des rôles qui transcendent les stéréotypes, des films où un asiatique est le héros, porteur d'un message d'empowerment. Enter the Dragon fut un compromis, mais il infusa le film de sa vision, le combat comme chemin vers la maîtrise de soi. Les tensions étaient palpables. Bruce parlait à Linda d'ennemis qui n'aiment pas le changement. Sa popularité croissante, des millions inspirés par son message de résilience, effrayaient les puissants. En Hong Kong, les triades contrôlaient le cinéma. Bruce, avec son indépendance, représentait un risque. Sa philosophie, prônant l'autonomie et la rupture avec les traditions oppressives, pouvait inciter à la rébellion. Linda sentait la peur de Bruce, non pas pour lui-même, mais pour l'impact de ses idées. Il savait que changer les esprits est plus dangereux que changer les poings. Cette menace silencieuse culmina dans les derniers mois, Bruce recevait des avertissements, des appels anonymes. Sa philosophie n'était pas inoffensive. Elle était une arme, remettant en question les hiérarchies raciales, culturelles et industrielles. Linda, en gardienne, protégea ce legs, mais elle savait que cette vision avait attiré des ombres qui planaient encore. Les derniers jours de Bruce Lee furent un mélange de triomphe apparent et de tensions souterraines, une période que Linda décrit aujourd'hui avec une émotion retenue, comme si chaque souvenir avisait une douleur enfouie. En 1963, Bruce était au sommet, Enter the Dragon s'annonçait comme un blockbuster, son message philosophique touchait des millions. Mais Linda remarqua des changements subtils. Bruce semblait plus vigilant. Ses conversations s'interrompaient lorsqu'elle entrait dans la pièce. Il parlait de forces qui observent, de personnes mécontentes de son influence. Était-ce la fatigue ou une menace réelle? Linda se souvient des migraines récurrentes, de la perte de poids, de l'insomnie. Bruce, obsédé par son entraînement, refusait de ralentir, comme si le temps pressait. Le 20 juillet 1973, tout bascula. À Hong Kong, Bruce se rendit chez Betty Ting, payé pour discuter d'un projet. Il se plaignit d'un mal de tête, prit un analgésique, équagésique, et s'allongea. Des heures plus tard, il ne se réveilla pas. Transporté à l'hôpital, il fut déclaré mort d'un œdème cérébral. Linda, informée par téléphone, fut dévastée. L'explication officielle, une réaction allergique aux médicaments. Mais les incohérences émergèrent rapidement. Pourquoi était-il chez Betty? Pourquoi pas de signes précurseurs chez un homme en pleine forme? Les rumeurs enflèrent, empoisonnement, malédiction familiale, complot des triades ou de Hollywood. Linda, protégeant la famille, insista sur l'accident, mais en privé, elle doutait. Bruce avait mentionné des ennemis, traditionalistes martiales, producteurs jaloux, figures influentes craignant son empowerment des minorités. 20 ans plus tard, la mort de Brandon sur le set de The Crow raviva les ombres. Un accident avec une arme propre. Linda, terrassée, ne put ignorer les similarités, 2 morts soudaines, inexpliquées. Elle parla peu publiquement, mais ses silences en disaient long. À 69 ans, elle admet Bruce sentait quelque chose venir. Pas d'accusation, mais une ouverture au doute. Des zones d'ombre persistent, autopsie contestée, rapports contradictoires, ennemis non identifiés. Linda porte ce fardeau, un silence chargé de questions non résolues, laissant planer l'idée que la vérité officielle masque une réalité plus sombre. L'héritage de Bruce Lee ne s'est pas éteint avec sa mort, il s'est amplifié, porté par Linda comme un flambeau dans la nuit. À travers la Bruce Lee Foundation, elle a veillé à ce que son message, adaptation, résilience, maîtrise de soi, survive. Des livres, des musées, des séminaires, Linda a transformé le deuil en mission. Mais cet héritage est teinté de tragédie. Brandon Lee, leur fils, semblait destiné à perpétuer la flamme. Acteur talentueux, il incarnait l'esprit de son père dans The Crow. Sa mort en 1993, à 28 ans, par un accident d'arme propre, fut un écho glaçant.
Linda, qui avait toujours craint que les ombres de Bruce atteignent Brandon, fut brisée. On n'attend pas que son enfant parte avant soi, confia-t-elle. Les similarités mort-jeune, inexpliquées, ravivèrent les théories, malédiction, complot continu. Linda garda le silence, protégeant Shannon et l'héritage. Mais à 69 ans, elle laisse entrevoir la vérité qui dérange, l'histoire officielle semble incomplète. Bruce n'était pas seulement un combattant, il était un visionnaire dont les idées menaçaient les puissants. Linda porte ce poids, un silence lourd de non-dit, invitant à réfléchir, et si la gloire de Bruce avait un prix caché. Son legs endure, Jade Kundo inspire le Milma, sa philosophie motive des millions. Mais les questions persistent, qui craignaient vraiment Bruce. Linda, en gardienne, laisse le spectateur avec cette incertitude, un héritage brisé mais immortel, où l'amour et la perte se mêlent à un mystère qui refuse de s'éteindre.